c'est une stratégie qui peut se faire et je pense que c'est assez optimal si c'est un projet... Putain, il y a un moucheron, les gars, c'est terrible. Dès qu'il arrive, je l'éclate. Merde. Je crois que je l'ai eu. Pardon. Pauvre petite bête, c'est juste elle t'aimait bien, il y a plus d'insectes. Ouais, mais j'entends Wanda. Mais là, elle est capable de venir ici. Bon les gars, on va commencer, mais on va commencer, ça fait 30 minutes qu'on parle. Bitensor, les gars, je sais pas si vous avez vu le thread, je sais plus de qui explique que le projet n'a pas énormément de liquidité, donc faites attention. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc avec Bitensor, c'est que Bitensor a fait, bah voilà, vous le voyez, on a fait la vidéo par là à 50$, le projet est à 250$ avec un ATH qui a passé les 300$. Et je vois un engouement absolument débile sur Twitter, sur Bitensor. Le projet est excellent, d'accord? Sauf que le projet, il y a énormément de jetons qui sont stakés actuellement, qui sont bloqués, ce qui fait que la liquidité et le volume n'est pas énorme. C'est pour ça qu'on a des grosses fluctuations de prix. Si vous regardez sur un mois, on a quand même un projet qui est passé de 300, on est à 1 milliard de market cap, hein. Normalement un projet qui a 1,3 milliard de market cap ne passe pas de 310$ à 230$ en une journée. On a des fluctuations qui sont énormes, pour l'instant c'est des fluctuations à la hausse. Mais si vous regardez, Bitensor n'est pas listé sur énormément d'exchanges actuellement. On est sur les exchanges un peu, comment dire, un peu plus mid... qui listent beaucoup plus d'altcoins, MEX, BitGet, Gate.io, etc. Mais je pense que si l'afflux de liquidité continue sur Bitensor, les gros exchanges, savoir Binance, KuCoin, qui vous voulez, Swissborg, etc., continueront, ils vont commencer à lister le TAO. Et si on regarde dans... J'ai remarqué un truc, c'est que si on dézoome un petit peu et qu'on regarde justement les projets qui ont une charte similaire à Bitensor, donc faire launch ou pas faire launch, mais listés sur très peu d'exchanges, énormément d'attention, énormément d'informations. Si on regarde ça, derrière, qu'est-ce qu'on voit? Qu'au moment où le jeton est listé, il y a toujours un dump. Donc personnellement, ça va être l'un de mes signaux pour retirer une partie de mes profits. Je vais garder un Moonbag, mais une fois que j'entends que Binance, KuCoin, qui vous voulez, commence à lister Bitensor, enfin TAO, je vais commencer à prendre des profits et je vous conseille, attention vous faites ce que vous voulez, mais je vous recommande de penser à prendre des profits. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est en début de cycle haussier. Bon, c'est pas le débat de ce qu'il y aura un bull run, on s'en fout. Donc, c'est peut-être pour certaines personnes la première fois qu'ils ont un jeton qui fait d'aussi belles perfs. Sauf qu'on est en début de cycle haussier, il y a beaucoup de personnes qui peuvent, ne pas trop savoir quoi faire. Un truc que j'ai appris, que je n'ai jamais regretté, c'est de prendre des profits. Je n'ai jamais regretté de prendre des profits sur un investissement. Alors oui, ça se trouve, vous allez prendre des profits et Bitensor montrera à 1000$. Et là, vous viendrez sur le live dans un an et vous direz, Viril, t'es un connard, tu m'as dit de vendre alors que c'est monté à 1000$. Mais si vous faites un petit peu l'espérance de gain que ça vous rapporte, c'est totalement rentable pour tout le monde, dans le sens où l'espérance sera positive. Le fait de prendre des profits, si vous vous demandez s'il faut prendre des profits, vous devez prendre une partie des profits. Après, ce que vous pouvez faire, très simplement, c'est de juste garder un Moonbag sur TAO pour éviter justement d'avoir ce biais psychologique où si jamais là on est à 249, vous avez fait x5, vous avez acheté par là, on est à 249, vous vendez tout, vous avez fait x5, vous êtes content, ça monte à 1000$, vous allez regarder la charte. Moi c'est mon cas, par exemple, j'ai du mal à me détacher de certains projets que j'ai vendus et je vais regarder la charte, c'est monté à 1000$, je vais me dire oh putain, j'avais, je sais pas moi j'ai vendu 5000$, mais si c'était monté à 1000$, j'aurais fait encore x5, j'aurais vendu 25K, etc. Et juste le fait, j'ai remarqué que juste le fait de garder un Moonbag, donc un Moonbag c'est un petit bag que vous allez justement garder, avoir une stratégie un petit peu plus large dans vos investissements, permet de se détacher de ça. Imaginez que là, je vends 5000$ de TAO, j'ai investi 1000$ là, j'ai fait x5, 5K, ok. Je vends 4500, dans l'idée, je garde 500$ de bag, et le fait d'avoir gardé ces 500$ font que le projet dump, au pire, je me dis bon, bah j'ai pris des profits, je suis très content. Le projet pump, j'ai quand même de l'argent investi et je suis quand même exposé à ce jeton, donc il y a quand même, d'un point de vue psychologique, croyez-moi, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, conclusion, prenez des profits et gardez un Moonbag. Voilà. Quelle est ta stratégie de prise de profit? Alors, oula, on pourrait faire une vidéo complète dessus, mais ma stratégie de prise de profit, elle dépend vachement de ma vision par rapport au projet. Si c'est un projet où je vais faire un one-shot parce que j'estime justement qu'on est dans une bonne fourchette d'entrée, je vais prendre des profits soit d'un coup, soit sur une période très petite, en sorte de DCA inversé. C'est-à-dire que je prends des profits à une certaine période jusqu'à ce que je sois plus exposé ou que j'ai un bag beaucoup plus faible. Si c'est un projet que je DCA par exemple, il y a une question qui est hyper intéressante,
c'est que, imaginez, et ça je trouve que personne n'en parle d'ailleurs, c'est intéressant qu'on puisse en parler ce soir. Vous faites un DCA, on recommande, tout le monde recommande, tous les créateurs de contenu recommandent le DCA sur des projets. J'aime bien Polygon, Matic, comment je rentre, les gens vont vous dire faites un DCA. Très bien, c'est une très bonne idée. Le DCA, c'est le fait d'investir la même somme d'argent à intervalles réguliers pour lisser son entrée sur le marché et ne pas être exposé à des fluctuations. Ok, super. Mais imaginez que vous programmez un DCA de 10 000 $, n'importe quoi, sur 6 mois. D'accord? Donc vous lissez votre DCA sur 6 mois. Au bout du 3e mois, Matic explose. Le projet fait x4. Voilà, en un mois, le projet explose. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous continuez votre DCA? Est-ce que vous prenez des profits et vous continuez quand même votre DCA? Est-ce que vous arrêtez votre DCA et vous prenez des profits? C'est compliqué. Et les stratégies de sortie de DCA, je pense que ça pourrait être une très bonne idée de vidéo. Une stratégie de sortie en DCA, c'est très compliqué et je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse. Dans le sens où, comment tu sors d'un DCA en avance? Est-ce que du coup, le fait d'être rentré en DCA fait que tu t'es engagé par exemple sur 6 mois et que les fluctuations de prix entre ces 6 mois ne t'intéresse pas, ce qui est quand même risqué dans le sens où si au bout du 3e, 4e mois le projet fait fois je sais pas combien, atteint votre target de vente, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vendez, est-ce que vous vendez pas? Et si vous vendez pas, c'est au risque justement de continuer à DCA à un prix qui est très haut et de potentiellement ne jamais revoir ce prix dans le futur. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué comme débat. Et c'est une question que je me pose en ce moment. Et pour être honnête avec vous, j'ai pas une réponse vraiment carrée là-dessus. Donc j'attends aussi vos retours sur comment vous voyez ça. Parce que je ne sais pas exactement comment me positionner. Une stratégie pourrait être de prendre des profits et de diminuer son DCA ou de retarder son DCA si c'est un projet qu'on voit dans le futur. Dans le sens où c'est pour l'instant ce que je suis en train de me mettre en tête, et c'est peut-être la stratégie qui me paraît la plus logique, vous me dites ce que vous en pensez, c'est imaginer vous avez fait DCA de 3 mois, le projet explose, x3, x4, ce que vous voulez, vous pouvez prendre des profits et peut-être reprogrammer le DCA de 6 mois pour les 6 prochains mois en attendant la prochaine correction. C'est une stratégie qui peut se faire et je pense que c'est assez optimal si c'est un projet... Putain, il y a un moucheron les gars. Oh shit, here we go again. Et ça peut être la meilleure façon pour vos DCA. Donc de vendre, de prendre des profits et de reset-up un DCA après à la prochaine correction. On va parler d'un narratif dont on avait déjà parlé il y a quelques temps, qui est le narratif des Real World Assets, qui a très très bien performé ces derniers temps. On va essayer de regarder où en est le narratif en fait, parce qu'un narratif c'est quand même comment on va appeler ça? Un schéma qui dure en général entre 40 et 60 jours. Donc c'est important de savoir pivoter avec les narratifs. Après il y a toujours un débat avec ce système de narratif, dans le sens où le narratif c'est, en gros, pour ceux qui ont pas vraiment la notion, pour rester, c'est un secteur des crypto-monnaies dans lequel il y a un afflux de liquidité à un instant T. D'accord? Donc si on va avoir, n'importe quoi, le narratif des jetons gaming, ça veut dire qu'il va y avoir énormément de liquidités qui vont arriver dans ce secteur-là et que, globalement, tous les jetons, c'est peut-être un peu abusé, mais une grosse partie des jetons gaming, et surtout les plus gros, vont performer pendant cette période-là. Et donc les narratifs c'est ça, c'est essayer de pivoter avec la liquidité, ce qui fait que d'un point de vue investissement, c'est intéressant dans le sens où quand il y a la liquidité qui arrive, on dit souvent qu'il faut suivre la liquidité quand elle arrive et quand elle part. Donc c'est une stratégie d'investissement que j'ai de plus en plus, et si vous êtes sur Crypto Recherche, vous le savez, et Paul Crypto Formation a un peu la même façon de travailler, c'est de suivre les narratifs, et une fois qu'on a identifié les meilleurs narratifs, essayer d'identifier les meilleurs projets à l'intérieur de ces narratifs. Mais du coup, ça pose une question quand même d'éthique, c'est peut-être un grand mot, mais sur l'aspect long terme de l'investissement, dans le sens où si on passe notre temps à suivre les narratifs, est-ce qu'on a vraiment autre chose que de la spéculation? Mais en soi, on a quand même un afflux de liquidité, et le fait qu'il y ait un afflux supplémentaire de liquidité ne veut pas dire que tout est basé autour de la spéculation, mais un petit peu quand même. Et c'est souvent ce débat, est-ce que c'est pertinent pour la pérennité d'un projet sur le long terme de juste arriver quand il y a la liquidité qui arrive, qui arrive, de surfer sur la vague, de surfer sur le narratif et ensuite de se casser. C'est un peu le débat existentiel, je pense, de ce qui se passe, mais toujours est-il que je trouve que pour l'instant j'ai des très bons résultats en allant identifier les narratifs. Je sais pas comment vous voyez ça. Est-ce que vous allez chasser les narratifs ou est-ce que vous êtes
plutôt en fonction des projets. Évidemment, c'est en fonction des projets ensuite à l'intérieur du narratif, mais je trouve qu'il y a une couche de recherche supplémentaire à faire qui est très importante, qui est justement l'identification du narratif. Et on va parler justement du narratif Real World Asset qui est exactement dans cette notion-là. Pour ceux qui ont la ref micro 3. Non, moi je suis team micro 1. T'as vu le drama avec Mark Zeller? Absolument pas. Comment un narratif s'identifie suffisamment à l'avance? Très bonne question. Concrètement, du coup, comment est-ce qu'on identifie les narratifs? Eh ben, on va aller utiliser des outils qui suivent la liquidité et qui nous permettent d'identifier justement où va la liquidité, que ce soit de la smart money ou de ce qu'on appelle la dumb money, enfin les investisseurs particuliers, et on va regarder si dans un secteur précis il y a de la liquidité qui arrive. En général, comment ça se passe? Si on prend le narratif IA, regardez, le narratif IA, il y a eu un afflux de liquidités qui s'est précipité sur ce narratif il y a quelques temps, et globalement, tous les projets IA ont performé. Mais ça s'est fait en plusieurs étapes, et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que dans une thèse d'investissement, si vous voulez vraiment optimiser vos gains, une fois que vous avez identifié le narratif, vous devez pas juste vous ruer sur les premiers jetons. Il y a un système qui se fait, qui est que, en général, la liquidité arrive surtout sur les plus gros projets à l'intérieur du narratif, donc ici le projet IA, bon ça renferme beaucoup de jetons. Injective, The Graph, je le mets pas spécialement dans IA. Mais si on regarde, depuis un moment, qu'est-ce qu'il y a perf? Render, Fetch, Singularity, BitTensor qui n'est pas là, Océan un petit peu, même si c'est un peu différent. Et ce sont les plus gros projets qui ont perf et qui amènent les liquidités à la base. Ensuite, comment ça va se passer? Ce sont les projets avec un petit peu moins de market cap qui vont attirer les liquidités parce que justement la liquidité se recycle. Donc on a des projets un peu plus, un peu plus mid-cap, low-cap qui commencent à capter des liquidités, puis les low-cap, où justement, quand on a des projets avec des petits market cap, une fois que les gens ont vraiment réussi à prendre des profits sur les meilleurs projets du narratif, ils vont aller ensuite sur les plus petits projets, et ce moment-là est le signal qui indique justement qu'il va y avoir un changement de narratif. Alors évidemment, c'est pas aussi évident que ça, c'est pas parce qu'il y a des petits projets qui pump qu'il faut s'en aller, mais c'est toujours le gros débat de est-ce que il est intéressant de surfer sur les narratifs, en général on dit que ça tient entre 40 et 60 jours, ou de rester à long terme et du coup de croire au projet.